Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui dans 101%, il va y avoir un reportage, il va y avoir Temps perdu, Retro Magic. Et on va commencer avec les news, comme tous les 101%. Sauf que là, ça change un petit peu parce que le décor, il n'est pas comme d'habitude. Les news. Atari vient d'annoncer les dates de sortie de 3 jeux Namco Bandai sur Wii. On commence tout d'abord avec Klonoa Door to Phantom Isle le 22 mai. Comme son titre l'indique, il s'agit du remake du premier épisode sorti en 1997 sur PlayStation. Au-delà d'une refonte graphique, le jeu proposera un monde supplémentaire, ainsi qu'un gameplay adaptable à toutes les manettes proposées pour la Wii. D'autre part, toutes les voix et les textes seront désormais en français. Ensuite, le 19 juin, la console de Nintendo accueillera One Piece Unlimited Cruise 1, le trésor sous les flots. Ce RPG en 3 parties au gameplay très proche d'un Zelda propose de retrouver les pirates les plus populaires du moment dans un scénario inédit signé par l'équipe du manga original. Les fans intransigeants seront aux anges, puisque la version française du jeu conserve les voix japonaises. Et pour finir, toujours le 19 juin sortira The Munchables, une toute nouvelle licence au scénario bien débile comme on les aime. Les gentils Munchies, des créatures à l'appétit insatiable, se sont fait voler leur grand trésor, un orbe sacré qui ressemble fortement à un étron rose. Ils devront donc dévorer tout un tas de méchants fruits et légumes sur leur passage. Plus le Munchie mange, plus il grossit. Ce qui lui permettra de manger des ennemis gigantesques et d'accéder à des endroits du niveau qui lui étaient auparavant inaccessibles. Peu d'images en télé, ça signifie une news courte. Alors on va se contenter d'annoncer que End of Eternity est le prochain RPG next-gen développé par Tri-Ace. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n'est pas Square Enix qui éditera le jeu, mais Sega. Une association assez particulière qui permettra peut-être à Tri-Ace de se relancer après les nombreuses critiques reçues à l'encontre de ses dernières productions. Mais on reparlera de End of Eternity une prochaine fois, lorsqu'on aura plus d'informations et plus d'images aussi. Plus de 4 ans après le premier épisode, Keop Studio développe actuellement Retour sur l'île mystérieuse 2. Il s'agit toujours d'un point and click inspiré du roman de Jules Verne, L'île mystérieuse. L'histoire conte les aventures de Mina, une jeune femme dont le destin semble s'acharner contre elle. Naufragée lors du premier épisode, la voilà à nouveau bloquée sur une île après que l'hélicoptère venu la secourir se soit crashé. Avec l'aide du singe Jep, elle va tenter de sauver l'île qui semble rongée par un mal s'attaquant à sa faune et à sa flore. Pour ce faire, le joueur devra utiliser à la fois l'intelligence et la dextérité de Mina, ainsi que l'agilité de Jep et sa capacité à communiquer avec d'autres animaux. Mais l'originalité de ce second volet repose sur la possibilité de jouer alternativement sur son PC et sur son iPhone. Il sera en effet possible de résoudre une énigme sur son portable, puis d'importer la sauvegarde sur son ordinateur afin de continuer l'aventure. Oui, le décor est pas comme d'habitude parce que j'ai quelque chose à vous avouer. Je vous mens, spectateur de No Life, depuis une semaine. Je vous mène en bateau. Et aujourd'hui, je vais vous avouer la vérité, je vais faire mon coming out, comme on dit, je vais sortir du placard. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quelques boutons sur le visage. Depuis plus d'une semaine. Puis en fait, voilà, la vérité, c'est que je n'ai pas 32 ans.
En fait, j'ai 14 ans et je suis en train de faire mon acné. Et j'ai 14 poils au sexe depuis la semaine dernière. Voilà. C'est facile en fait. Donc j'ai eu mon brevet des collèges. Parce que j'ai un an d'avance. Et c'était sur le krach boursier de 1929. Le sujet. Voilà. Bon, on va regarder un reportage. C'est Dungeon Party. Le studio de développement Cyanide s'est fait connaître avec le succès de la série Cycling Manager, un titre on ne peut plus sérieux. Mais on leur doit également le hack and slash matinée de RPG Loki, Chaos League basé sur la licence Warhammer, ainsi que l'adaptation DS de Runaway 2. Le studio, qui termine en ce moment Blood Bowl, travaille depuis maintenant quelques temps sur un projet plus personnel, Dungeon Party, né de l'envie de plusieurs employés. Ce titre full 3D, téléchargeable gratuitement sur PC et orienté multijoueur, voit deux équipes composées de 2 à 5 joueurs s'affronter dans des donjons. Leur objectif, s'emparer du trésor et être la première équipe à le sortir du donjon. 3 classes de personnages sont proposées pour le moment, avec leurs caractéristiques propres. Un concept on ne peut plus classique, né de multiples inspirations, mais détourné par un traitement humoristique et quelques idées très originales. Mais nous allons d'abord revenir sur les origines du projet Dungeon Party. L'idée de base, pour lui rendre l'hommage en quelque sorte, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est un autre game designer de Cyanide qui s'appelle Jean-Baptiste Druot. Et un matin, il est arrivé, il avait cette idée de personnage un petit peu délirant qui rentrait dans un donjon et puis qui allait se battre pour sortir un trésor. Donc c'était juste ça, son idée, son concept de départ. Et puis moi j'ai trouvé que c'était intéressant, à ce moment-là on échangeait pas mal régulièrement nos idées en fait. Donc on a commencé un peu à délirer sur ça, à se dire tiens comment on pourrait le jouer, toutes ces choses-là. Et en même temps, on était de gros joueurs de Dota, on va dire, donc le mode pour Warcraft 3. Dota, alias Defense of the Ancients, est un mode de Warcraft 3, ou plutôt une map custom développée à l'aide du World Editor. Ce mini-jeu oppose 2 équipes de 1 à 5 joueurs, chacun incarnant un héros susceptible d'évoluer en cours de partie. Le but du jeu consiste à détruire le bâtiment principal de l'équipe adverse, tout en protégeant le sien. De nombreuses variations de ce mode existent, la plus populaire étant actuellement Dota All Stars. Son succès fut tel qu'il a été inclus au programme de divers tournois officiels Blizzard, dont la BlitzCon. On avait envie de faire un jeu finalement qui se joue comme on joue à Dota, c'est-à-dire j'ai un seul personnage et je fais que lui donner des ordres, je le déplace pas directement. On trouvait que c'était quelque chose qui n'était pas encore si exploité que ça et que justement Dota avait montré qu'il y avait un gameplay intéressant derrière. Donc voilà, après on est parti sur dire on va faire ça, on a 2 équipes qui rentrent dans un donjon, il y a un trésor, elles essayent de le sortir et on le joue comme on joue à Dota. Donc j'ai mon personnage en vue du dessus et je clique pour le déplacer. Après les choses ont continué d'avancer, on a creusé. Au final, on contrôle de manière un petit peu différente que Dota. Plutôt que de bouger la caméra où on veut dans le décor, on est fixé sur notre personnage et on tourne autour. Après, c'est des choix qui ont été faits en fonction des envies et de ce qu'on voulait faire ressentir aux joueurs quand ils manipulaient le jeu. Mais le pitch de Dungeon Party ne se contente pas des fondations d'un Dota pour également se reposer sur un contexte totalement délirant. L'idée de départ de Jean-Baptiste, c'était des aventuriers un petit peu idiots, complètement barrés, qui rentraient dans un donjon. Donc c'était ça qui avait accroché en fait, c'était de dire pour une fois, on va proposer un truc sérieux, comme on voit de manière assez classique, il faut aller chercher un objet ou un drapeau, bon peu importe la représentation, sauf que on va le faire de manière avec beaucoup d'autodérision et très second degré, quoi. Actuellement dans le milieu du jeu vidéo, il n'y a que des jeux sérieux, Heroic Fantasy, dans lequel il faut absolument leveler son personnage le plus haut possible, montrer qu'on est les plus forts. Et nous, on n'avait justement pas envie de ça, on avait envie d'un jeu qui permette de mettre en relation des personnes en ligne et qui permette des phases de jeu de 5-10 minutes, tranquillement, pendant une pause déjeuner. En plus, on n'avait pas pour ambition de faire un jeu
qui soit capable de concurrencer les gros jeux parce qu'on n'a pas forcément les moyens, mais on voulait proposer quelque chose d'amusant pour le joueur et on s'est dit que de le faire en déconnant, et puis aussi parce que de base on est plutôt déconneur, on est plutôt second degré, pas se prendre trop au sérieux tout en essayant de faire bien, ça nous convenait. Donc c'était aussi assez naturel de partir sur ça, quoi. Et l'humour du jeu s'est bien sûr concrétisé à travers son ambiance et surtout ses personnages loufoques. Une façon peut-être d'exorciser un certain ras-le-bol de l'heroic fantasy, comme une claque à sonner à un genre décidément trop présent, voire pesant, dans le jeu vidéo. Il se trouve qu'on aime l'heroic fantasy, qu'on estime qu'il y a plein de façons de la traiter. Donc là, on la traite déjà sur une version Games Workshop, par exemple, très sérieuse, très noire. Cela dit, sur Blood Bowl, il y a déjà une touche d'ironie et d'humour. Sortie de Loki, c'était déjà... Là, par contre, c'est très sérieux, très costaud, musclé, ça saignait. Donc là, on a pris le contre-pied inverse, et comme ça allait exactement, de toute manière, je suis totalement collé avec l'envie générale de l'équipe, de ne pas se prendre au sérieux et de s'amuser. Pour commencer, le design et l'imaginaire de Dungeon Party, l'essentiel, c'était ce qu'allaient jouer les joueurs. Donc c'était les héros. Le premier héros sur lequel je suis parti, c'est le magicien. Et ensuite, ça a été le voleur. Et la première skin du magicien, c'était très inspiré de Tortue Géniale de Dragon Ball 2. Et le voleur, lui, il avait déjà sa petite skin avec la cagoule trop grande. Ça, c'était le trait marquant du voleur. C'est quelle que soit sa skin, il aura toujours une cagoule trop grande sur lui. Et les références, les univers dans lesquels on est allé piocher au début pour le côté absurde, amusant, etc., ça a été Munchkin, le jeu de cartes, le donjon de Nullbuck, etc., etc. Donc tout ce genre d'univers un peu. Et puis les Monty Python, donc voilà, tout un tas de films qu'on apprécie. Et après, ça s'est élargi à tout et n'importe quoi. Y compris le football, avec cette petite référence à une certaine finale de Coupe du Monde, par exemple. Mais en dehors du magicien et du voleur, un troisième personnage, ou plutôt une troisième classe, est également proposé aux joueurs. La troisième classe, donc c'était le bourreau. On hésitait au début, c'était soit le bourreau, soit le barbare. Donc on avait fait différents tests. On avait choisi le bourreau parce que le premier visuel qui était apparu, qui d'ailleurs n'avait pas été fait par moi, nous avait tous plu. Et à partir de ce visuel-là, on a commencé à construire tous les autres. Et il fonctionnait bien. Et c'est le héros, l'anti-tank, l'anti-héros sérieux, con. Et ce qui était hyper intéressant dans cet univers-là, c'est qu'en fait, on n'avait pas de limite. C'est-à-dire qu'au début, on avait voulu rester un minimum heroic fantasy médiéval. Et bon, sans caricaturer, je pense qu'au bout de 15 jours, le médiéval, on s'est mis à faire des skins et notamment dans des décors. Pour les prochains décors, vous verrez. Absolument pas médiéval, avec aucune référence d'heroic fantasy. Mais c'est pas grave en fait. En fait, nous on a estimé que ça fonctionnait quand même. Donc c'est un univers où tout est possible. Mais ce côté décalé ne se limite pas aux donjons, pour bien sûr toucher les costumes et autres accessoires des personnages qui, multi-oblige, pourront être customisés par les joueurs. Thomas Vauquelin, qui est notre directeur artistique, a travaillé là-dessus et a voulu donner vraiment des formes assez simples à nos personnages et des possibilités assez grandes à l'utilisateur pour pouvoir justement faire les personnages fantaisistes que l'on peut voir là actuellement en image. Donc donner n'importe quelle couleur à son armure et habiller son héros avec une bouée de sauvetage et des claquettes, avec d'autres customisations qui viendront et qui sont disponibles actuellement sur la boutique. L'humour du jeu se concrétise également à travers le concept de l'amour du trésor. Avant de pouvoir le sortir du donjon, il faudra en effet que l'équipe en sa possession se fasse aimer du trésor. Une idée clairement rigolote, qui au final tient davantage au game design du jeu qu'à son contexte délirant. C'est vrai que le concept est assez marrant, mais en fait l'idée d'origine c'était pas de faire un concept marrant sur ce coup-là, c'était d'avoir un mécanisme sérieux, puisque le principe qu'on s'était fixé, c'était ces deux équipes d'aventuriers qui vont chercher un seul trésor et qui ont une sortie. Du coup, au niveau du design du jeu, il y avait une contrainte, c'est qu'il fallait éviter qu'il y ait un moyen trop facile de gagner. C'est-à-dire, si on n'avait pas mis d'amour, si on n'avait pas mis l'amour ou avoir quelque chose à gérer pour valider la sortie,
il aurait été évident que la meilleure tactique c'était j'attends tranquillement à la porte de sortie, quand les autres arrivent, je les tue et je gagne facilement. Donc rapidement on est arrivé à dire bon, il nous faut quelque chose qui s'incrémente, quelque chose qu'on gagne, et une fois qu'on en a assez, c'est bon, on peut confirmer qu'on sort. Et voilà, et après c'est le jeu de mots gameplay, c'est pour sortir avec le trésor, il faut être amoureux, faut qu'il soit amoureux de nous. Voilà. Donc ça résume bien l'évolution de la conception du jeu. Une base sérieuse de gameplay, sauf que voilà, on le fait, les mots sont un peu idiots, on aurait très bien pu faire un truc super réaliste, il faut avoir assez de magie ou des trucs comme ça, comme d'habitude. Bon, c'était histoire de changer quoi. Mais si la base de ce concept est donc sérieux, l'idée du trésor amoureux avait été davantage développée durant la phase de pré-production. On voulait que le trésor ait quand même une identité. En fait, tout à l'origine, on voulait que le trésor il s'exprime régulièrement pendant les parties, soit un être vivant en fait. Bon, pour l'instant on n'a pas pu le mettre en place parce qu'il faut faire des choix et ça c'est un choix d'ambiance. Pour l'instant on a privilégié le contenu qu'on pouvait faire. Si on peut, un jour on rajoutera ce genre de choses pour améliorer le délire entre guillemets. Ce trésor, doté d'une voix et d'une personnalité, trouve néanmoins des réminiscences dans le jeu final, avec les défis que ce dernier lance aléatoirement aux joueurs en cours de partie. Ces défis, contraignant le gameplay en retournant la map ou en bloquant l'utilisation des sorts, par exemple, s'appellent les jeux du trésor, et sont là pour une raison bien précise. L'idée des jeux du trésor, c'est justement pas du tout quelque chose qui est détaché du reste, parce que c'est un événement que le joueur ne contrôle pas. Donc ça c'était quelque chose d'important pour nous, c'était que le jeu soit pas répétitif, enfin le moins répétitif possible, puisque on allait proposer des maps limitées au début, on propose des classes limitées, donc étant donné que c'est un jeu très coopératif, les parties vont varier en fonction de nos équipiers, de la classe de nos équipiers, de l'habitude de jeu, on peut tenter de rusher, on peut tenter de défendre, on peut tenter d'y aller prudemment, bon on a différentes manières de jouer, mais l'élément aléatoire que le joueur ne contrôle pas, c'est quelque chose qui permet de dire cette partie, voilà, je suis obligé de faire avec ce qui se passe. Donc en fait, c'est une mécanique qui est indépendante de toutes les autres, mais en fait, elle influe sur tout. Quand le jeu qui interdit de lancer des sorts apparaît, je peux plus immobiliser mes adversaires, je peux plus les attirer vers moi quand je suis le bourreau par exemple, alors que c'est mon rôle. Donc attention, il faut se réadapter. Est-ce que j'essaie de courir vite, loin devant, prendre de l'avance pour pouvoir utiliser mes sorts quand le jeu s'arrête, ou est-ce que je continue de taper au risque de perdre du terrain? Je dois faire un choix qui est dépendant du jeu. Donc au final, c'est une mécanique que le joueur ne contrôle pas, mais qui vient influencer les mécaniques sur lesquelles lui il a une influence. En cours de production, un jeu évolue sans cesse, parfois pour des raisons de temps, mais aussi suite à des phases de test révélant des problèmes jusque-là invisibles. Le jeu, en fait, on l'a développé en même temps qu'on continuait de le concevoir en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on fixait des éléments essentiels et on y jouait. Les premières versions du jeu, en fait, étaient quand même assez différentes par moment de la version finale. Je vais vous donner un exemple. Tout au début, on voulait que les joueurs se sentent vraiment dans le donjon et donc qu'il y ait une sensation d'être perdu un petit peu à l'intérieur des couloirs. Et comme on voulait quand même un jeu multijoueur, il fallait une minimap, il fallait un moyen de... Si on est vraiment perdu, au final on s'ennuie. Donc on ne pouvait pas perdre les joueurs comme ça. Alors l'idée qui avait été émise, c'était plutôt que d'avoir la position de nos adversaires sur la map, la position de nos équipiers sur la map, on avait une zone d'écoute qui était limitée et tous les déplacements qui étaient effectués dans cette zone d'écoute apparaissaient sur un cercle autour de l'écran et nous renseignaient sur qu'est-ce qui bouge dans ce coin-là, qu'est-ce qui s'approche, le truc grossit, diminue pour nous indiquer sur sa distance. Et on le voulait vraiment à écouter. C'est-à-dire que quand j'entends un son, d'abord c'était un point d'interrogation. Et j'avais une action, j'écoute le son, pour essayer de le détecter. Et de l'autre côté, pour l'immersion dans le donjon, on voulait que la caméra soit totalement fixe. Je peux pas aller voir ce qui se passe plus loin que là où il y a mon personnage. Donc c'est ça qui rapproche le jeu d'un hack and slash en quelque sorte, le perso est toujours au milieu de l'écran. Du coup, on fait tourner la caméra pour pas être bloqué par les couloirs et avoir un petit gameplay de gestion de son orientation qui fait que je peux faire des erreurs, être mal positionné et trouver ça gênant, mais parce que c'est moi qui ai mal géré l'angle de ma caméra. Mais tout ça mélangé, ça faisait qu'on avait des sons qui nous tournaient autour de l'écran, qu'il fallait cliquer dessus pour écouter, en plus se battre comme c'est ce qui se passait. Résultat,
Les premières fois, je pense qu'on a à peu près 474 000 actions à faire par seconde, et c'était absolument ingérable. Donc ces choses-là ont été retirées. Maintenant, on a gardé le système de son, mais c'est déjà identifié, on sait si c'est un adversaire, si c'est un allié, ça aide juste à repérer. Et finalement, toute la partie écoute, la partie enfermement dans le donjon a petit à petit disparu, parce qu'on a privilégié le côté gameplay et PVP, donc il faut quand même avoir une stratégie, donc savoir où on est, pouvoir s'organiser. Dungeon Party est donc un jeu téléchargeable sur le net, destiné à évoluer au fil des mois, du moins s'il parvient à trouver son public et fidéliser une communauté de joueurs. Et là, ce ne sont pas les idées qui manquent. Les choses qui sont les plus demandées, puisque pour l'avenir, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses. Si je vous sors la liste de toutes les features que je trouverais intéressantes, on s'en sortira pas. Maintenant, il faut faire le tri là-dedans, il faut faire ce qu'on peut faire par rapport à nos moyens et le temps qu'on a. Donc c'est à la fois notre liste de on aimerait bien et la liste de les joueurs aimeraient bien. Donc bon, on passe tous les jours sur le forum, on essaye de voir avec eux, on essaye de communiquer avec eux, de leur expliquer quand il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et aussi quand certaines propositions vont à contresens certaines mécaniques qui vont finalement gêner plus qu'autre chose. On essaie de voir avec eux. C'est assez intéressant parce que des fois, du coup, ils pensent à des choses qu'ils n'avaient pas pensé. Ça leur donne des nouvelles idées. Et une fois qu'ils ont compris l'idée du jeu et l'interaction des mécanismes, ils commencent à proposer des choses qui sont souvent très intéressantes. Donc c'est un ensemble des deux, choisir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire. Donc dans les trucs qu'on estime nous vraiment importants, on a des nouveaux modes de jeu, principalement, histoire de proposer des parties qui se jouent d'une manière différente. On a les nouvelles classes de personnages qui vont apporter des sorts qui ne sont pas encore utilisés, et donc certains contres de tactiques nouveaux, certaines tactiques nouvelles aussi, certaines nécessités d'adaptation. Et l'ajout majeur, que je ne voudrais pas oublier, j'en parle de suite, c'est les guildes et un système de classement. Et voilà, Dungeon Party est l'exemple parfait du jeu créé par des joueurs, des vrais, adeptes de tactique et de compétition en ligne. Un titre qui, on l'espère, rencontrera le succès qui lui permettra de se développer pour prendre une nouvelle ampleur dans les mois qui viennent. Voilà. Donc voilà, j'ai 14 ans. Les potes, hier, mais je suis pas allé, hein, et ils voulaient que j'aille derrière l'abribus pour fumer des cigarettes. J'aurais fait non, hein, moi je veux pas de cancer, hein, et vous mourirez avant moi. Et de toute façon, je pouvais pas parce que ma mère venait me chercher pour mon cours de piscine. Je passe mon deuxième triton. Mais je l'ai pas eu. Faut aller chercher un mannequin. Mais je suis pas assez fort, hein, pour monter un mannequin. Puis de toute façon, j'aime pas, parce que le mardi, après le collège, on est obligé d'aller à la piscine. Et je l'ai dit à ma mère, je rate giga. Et moi, j'avais envie de voir sauver par le gong. Parce que Kaposki, elle est bonne. Hein. Bon, temps perdu. Bonjour, des cheveux de 3 mètres ça commence à faire long, mais le coiffeur, vous n'allez pas le croire, c'est pas donné. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Ça se sent peut-être un peu depuis le début de cette émission, mais je me traîne une crève de l'enfer. J'espère donc que vous ne m'en voudrez pas si aujourd'hui nous irons à l'essentiel, directement, sans avoir recours à mes longues et habituelles diatribes qui, finalement, ne servent qu'à une chose, vous faire oublier de quoi nous parlions au début. Je disais donc, oh comme je suis facétieux, qu'aujourd'hui j'ai un rhume qui fait mal à mes cordes vocales et que donc, résultat, j'ai une voix un peu pourrave. Enfin, pas autant que d'habitude, mais quand même. Une sorte de toux un peu étrange qui fait que quand je tousse, ça fait un bruit super bizarre, attendez. Et ben voilà, exactement pile poil comme dans ce shoot 'em up très court mais sympathique intitulé Robot Dinosaur What Shoot Beam When They Roar. Et voyez, je parle très mal anglais en plus à cause de mon rhume.
Remarquez, les grosses tripes qui déchirent, ça me rappelle mon adolescence. Quand j'étais jeune et con, je profitais souvent de mes arrêts maladie et de l'absence de ma mère pour aller jouer dans les salles d'arcade. Ah, le bon vieux temps des Street Fighter 2, des Pang et surtout du merveilleux, que dis-je, du fantastique Toki. Que d'heures passées sur ce monument du jeu de plateforme. Eh bien, au magie du hasard et de la transition facile, il vient d'être super bien adapté en flash. Elle est pas belle la vie? Plus jeune, c'était dans mon lit que je passais mes heures fiévreuses, chaudement, agréablement et divinement emmitouflé dans mes couvertures, avec mon Amstrad CPC sur les genoux. C'était le temps des Batman the Movie, des Incorruptibles et surtout d'un remake super sympathique de Space Invader. Et justement, sur le net, Space Mutant from Space est un excellent hommage à ce suscité Space Invader. Alors bien sûr, ils y ont ajouté plusieurs petits trucs en plus, comme des bonus, la customisation de son tank de combat, des boss et l'amusante possibilité de flinguer lâchement les martiens qui tenteraient de s'enfuir dans une capsule de secours. Mais les quintes de tout et les maladies à la con, ça me rappelle aussi des nuits agitées, envahies de rêves étranges où je pouvais voler, traverser des océans de couleurs et où je pouvais contrôler les corps de grosses créatures pataudes pour leur faire des trucs. Et là, sans transition, j'en profite pour vous annoncer que Puzzle Bloop, réalisé par un groupe d'étudiants en jeux vidéo de l'université d'IDU, je pense que ça se dit comme ça, de Copenhague, est une bombinette de l'enfer. Une de celles qui arrache tout et qui prouve que le jeu vidéo, c'est bien, que le jeu vidéo, c'est beau. Vous devez essayer Puzzle Bloom, c'est un ordre. Ou en tout cas un conseil, car ce très très bon jeu de réflexion saura vous occuper durant un bon moment. Et avouez que ça tombe bien, car pour gagner plus, jouez plus. Bon, avec les copains, on aime bien les filles, mais moi je trouve que les filles, des fois, elles sont pas cool. Parce que depuis que mon acné est sorti, elles se foutent un peu de moi. Et je veux dire, c'est pas de ma faute si j'ai des hormones. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que j'ai un pote, et il revend des kits et des pots. Alors, si tu veux quitter ton scooter ou changer le pot de ton scooter, tu m'envoies un mail et je te le ferai passer. Parce que mon scooter, depuis qu'il a changé de pot d'échappement, je roule à 90. Même des fois, je fais du 93 km/h, quoi. Alors, je veux dire, je vais plus vite que les autres scooters. Et même, je veux dire, si la police, elle me voit, eh ben, je m'en fous, parce que même je vais plus vite qu'elle, quoi. On va regarder Retro Magic. Ah, j'adore Magic. Les cartes et tout. Des fois, tu jettes des boules de feu. Des foules de bœufs. Dans les années 90, deux sociétés rivales s'affrontaient pour la domination du marché des point and clicks, LucasArts et Sierra. Pionnier des aventures graphiques avec la saga King's Quest, Sierra Online restait l'un des poids lourds du genre. Il fut l'un des premiers éditeurs à prendre le risque de s'aventurer sur le terrain du jeu vidéo mature, avec par exemple la série des Gabriel Knight. Le premier épisode de la série, Sins of the Fathers, se déroule à la Nouvelle-Orléans et place le joueur dans la peau de Gabriel Knight, un romancier d'horreur fauché. Personnage désabusé et homme à femme, Gabriel enquête sur de mystérieux meurtres vaudous dans l'espoir d'y trouver l'inspiration pour son nouveau roman. Il ne se doute pas que cette aventure va le confronter à des menaces surnaturelles bien réelles liées à l'histoire de sa propre famille.
De facture très classique pour l'époque, Gabriel Knight brillait par son ton adulte et la qualité de son écriture que l'on devait à la romancière Jane Jensen. Jensen avait réalisé un travail de recherche minutieux pour restituer de manière crédible la culture et les pratiques du vaudou. La première édition du jeu incluait même une bande dessinée au graphisme magnifique qui mettait en lumière certains éléments du background de l'intrigue. L'alchimie subtile de Gabriel Knight, trouvant le juste équilibre entre mystère paranormal et humour, inspira et continue d'inspirer de nombreux jeux d'aventure, parmi lesquels la série des Chevaliers de Baphomet. A noter que la version CD incluait un doublage prestigieux, puisqu'on y retrouvait les acteurs Tim Curry et Mark Hamill. Pour Gabriel Knight 2, les développeurs changent radicalement de technique, puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un film interactif dans la lignée d'un précédent jeu Sierra, Phantasmagoria. Cette fois-ci, Jane Jensen envoie son héros en Allemagne pour enquêter sur une affaire de loup-garou. Le joueur aura aussi l'occasion d'incarner la volcanique Grace Nakimura, l'assistante de Gabriel. Je ne sais pas exactement. La réalisation aura coûté près de 4 millions de dollars, un chiffre énorme pour un jeu vidéo à l'époque. On retrouve le mélange de gravité et d'humour propre à la série de Jane Jensen. Les pérégrinations de Gabriel en Allemagne, alors qu'il ne parle pas un traître mot de la langue de Goethe, donneront lieu à quelques scènes fort cocasses. Und was wollen Sie von dem, wenn ich fragen darf? Ist der schwerhörig oder was? Une fois de plus, le scénario est un des points forts du jeu, et a une fois de plus nécessité un travail de documentation des plus conséquents. Il faut également saluer la bande-son signée par le compositeur Robert Holmes, qui inclut un opéra perdu de Wagner plus vrai que nature. Le jeu est l'un des rares bons films interactifs, probablement parce qu'il garde en son cœur de solides bases de jeux d'aventure avec quelques puzzles particulièrement tordus. Bref, le jeu est tellement réussi qu'on en oublierait presque la coupe de cheveux révoltante de Gabriel et le doublage français, disons, inégal. C'est canin, je pense. Roux, brun. Gabriel Knight fit son grand retour à la toute fin des années 90 avec un troisième mystère à résoudre. À nouveau, la technique change du tout au tout puisque le jeu est cette fois-ci en 3D temps réel. Engagés pour protéger le fils du prince James de visiteurs nocturnes qui pourraient bien être des vampires, Gabriel et Grace ne parviennent malheureusement pas à empêcher l'enlèvement du bambin. Leur poursuite des ravisseurs les mène jusqu'à la petite ville de Rennes-le-Château, dans le sud de la France, où l'on dit qu'un trésor mystérieux est dissimulé. Gabriel et Grace devront découvrir les secrets des Templiers et des Cathars et résoudre l'énigme d'un manuscrit nommé le Serpent Rouge pour tirer l'affaire au clair. La chasse au trésor et les énigmes du Serpent Rouge jouent un rôle crucial dans Gabriel Knight 3, et la matière grise du joueur sera souvent mise à rude épreuve. Quoi que ce soit, je suis à votre service. Merci. Heureusement, il pourra utiliser la base de données Sydney, véritable encyclopédie in-game sur les concepts rencontrés dans le jeu. Mais Gabriel Knight 3 joue aussi la carte du polar, puisque Gabriel et Grace devront garder un œil sur les différents chasseurs de trésors séjournant à Rennes-le-Château. Chacun a son petit secret et cela donne au jeu un côté Agatha Christie pas du tout désagréable. Mieux encore, j'ai tout organisé pour que nous puissions déjeuner sur place et peut-être déguster un peu de vin. Petite anecdote amusante, le jeu bénéficiait lui aussi d'une courte BD introductive à l'image du premier épisode. En cherchant Gabriel Knight 4 dans Sydney, il est possible de découvrir une histoire de fantôme qui aurait dû servir d'introduction pour un 4e épisode. Malheureusement, 10 ans après cette énigme en pays Cathar, aucune suite n'a vu le jour. Très occupée par ses romans, Jane Jensen est récemment revenue sur la scène du jeu d'aventure en annonçant un nouveau jeu, Grey Matter, sans rapport avec les aventures de Gabriel Knight et Grace Nakimura. Voilà, ce 101% est terminé. Maintenant, vous connaissez mon horrible secret. Et ben, je vous laisse.
Et puis, parce que je dois aller regarder des VHS des sourires du dragon. Allez, salut. Comme ça. Personne ne voit que j'ai la varicelle. Je suis trop doux. Silver snow, she